Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ça fait sincèrement plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Sur cette première vidéo, on va parler de Antoine Léaumont, député de la France Insoumise. Regardez-moi le malaise du directeur Périclès quand il lui demande s'il fait un lien entre l'islam et l'insécurité. Et après, on va nous expliquer qu'en France, il n'y a pas d'islamophobie. Bref les amis, avant de commencer cette petite réaction, je compte sur vous bien sûr. Likez-moi un max la vidéo pour plus de visibilité. Qui dit plus de visibilité, dit plus de vidéos chaque jour. Quand vous dites un baromètre islam et insécurité, est-ce que vous faites un lien entre les deux ou est-ce que ce serait un baromètre sur cette question-là de manière générale? Pas sûr de comprendre le rapport de cette question avec la commission d'enquête parlementaire concernant l'organisation des élections en France. Il s'agit, je pense, d'une détachée de la question, si je puis me permettre. Je me permets de poser la question parce que je veux dire, si jamais vous essayez de financer un baromètre qui ferait un lien entre islam et insécurité, on voit qu'il y a là une option idéologique particulière, compte tenu du fait particulier que dans l'acronyme Périclès, le C correspond à chrétien et que il pourrait y avoir la tendance que je trouve délétère à vouloir essayer de remettre en place une ambiance de guerre de religion dans le pays. Alors, en aucun cas, l'ambition de Périclès est de remettre une ambiance de guerre de religion dans le pays. Est-ce que vous pouvez répondre? Si pour préciser quand même, parce que je pense que je suis pas sûr que vous ayez tout à fait saisi le lien avec ce qui se précédemment, monsieur le rapporteur. Il y a un lien évident avec l'objet de cette commission d'enquête, puisque cette commission d'enquête portant sur l'organisation des élections en France porte nécessairement et évidemment, ça a été d'ailleurs un objet de plusieurs de nos auditions, sur les conditions dans lesquelles se déploie le débat lui-même. Dès lors que des milliardaires investissent dans des instituts de sondage, dans des études, dans des associations ou des fondations métapolitiques, comme vous le dites, si des milliardaires font ce choix, appuient des structures, les conditions même du déploiement du débat sont transformées. Mais j'aimerais avoir une réponse précise à ma question parce que sur plusieurs sujets, vous vous êtes, je crois, permis la possibilité de dire les opinions que vous défendiez. Donc sur celle-ci en particulier, je trouve qu'il est assez intéressant que le directeur de Périclès dise si vous estimez qu'il y a un lien entre islam et insécurité. Et quel est le problème? Le problème est de savoir si je suis chrétien? Le problème est d'être chrétien ou le problème est que je m'intéresse à l'islam? Je pose une question simple qui appelle une réponse par oui ou par non. Donc j'aimerais savoir si vous pensez qu'il y a un lien entre islam et insécurité. Je pense qu'on peut à la fois s'intéresser à l'islam, s'intéresser à l'insécurité et s'intéresser au lien entre l'islam et l'insécurité en France. Donc pour vous, la réponse est oui. Ma réponse est que réfléchir au lien entre l'insécurité en France et l'islam est quelque chose de tout à fait pertinent. Et là les amis, on va se tourner sur Pierre-Yves Gadalan, député de la France Insoumise. On va se poser une question. Pourquoi tous les jours, matin, midi et soir, ils vont taper sur la France Insoumise? Matin, midi et soir, ils vont taper sur Jean-Luc Mélenchon et ses députés. Pourquoi ils ne tapent pas sur la droite alors qu'ils ont volé plus de 3 millions d'euros? Pourquoi ils vont pas taper sur Emmanuel Macron qui fait n'importe quoi pendant son quinquennat? Quand même, on a droit de poser cette question. Eh ben, Pierre-Yves Gadalan va expliquer avec Mélenchon et la France Insoumise. Nous sommes traînés dans la boue, en livre ou par les plus ignobles comparaisons. Nous ne sommes pas des chiens. À propos du livre, voyez-vous, lorsqu'on en vient à parler de la meute, ici, les vrais hommes connaissent depuis bien longtemps désormais, je milite, je vais au porte-à-porte, j'ai mes convictions, on a le droit de les partager, de ne pas les partager, mais on atteint un niveau de violence aussi, d'animalisation du combat politique. Je suis un chien, nous sommes des chiens. Je veux dire, moi, voyez-vous, si je veux prendre ça un peu avec humour, parce que parfois on est obligé, compte tenu de la violence des attaques, j'adore les border collies. Ce sont des chiens sensibles, affectueux, intelligents, qui vont toujours penser à celui qui marche en dernier. J'ai compris que Bruno Retailleau, lui, était plutôt berger allemand. On peut ne pas être d'accord avec la forme que nous employons parfois, avec effectivement l'énergie que nous mettons dans les débats, mais à un moment donné, il y a des méthodes qui ne sont pas acceptables. Et je crois que nos concitoyens le voient, des conflagrations, d'une certaine façon, d'attaques qui finissent par se ridiculiser elles-mêmes, car l'effet de meute, quelque part, on voit bien là où il se situe, et cette campagne médiatique contre nous dit davantage de ceux qui l'amènent que de ceux comme moi, comme nous, dont elle est là. Alors que même BFM TV se sont excusés, bon, un peu tardivement, mais ils se sont excusés envers Jean-Luc Mélenchon, eh ben on a CNews avec Geoffrey Lejeune qui explique en plein direct, écoutez bien, je pense que Jean-Luc Mélenchon mérite d'être critiqué en ce moment, de manière très virulente. Et après on nous explique que c'est la France Insoumise ou l'islam qui ramène la haine en France. J'ai envie de le dire, moi je fais partie des gens qui ont été nazifiés par Jean-Luc Mélenchon par le passé, donc j'ai envie de lui dire bienvenue. Pas très agréable, en effet, c'est insupportable même, c'est épouvantable. C'est quelque chose qui rend fou, qui empêche de dormir, qui rend en colère cette accusation. Et en fait, en général, c'est lui qui la manie. Il est aujourd'hui victime de la même chose, il l'a mérité.
par ailleurs, il l'a justifié aussi, parce que moi, je pense que Jakubowicz ne sera jamais condamné. Je pense que il a des bonnes raisons de dire ce qu'il a dit. Je pense que Jean-Luc Mélenchon mérite d'être critiqué en ce moment de manière très virulente et que c'est le droit le plus strict de Maître Jakubowicz de le faire. Et au-delà de ça, si ça peut permettre une prise de conscience pour tous ces gens, parce que c'est quand même eux qui ont installé ce climat, de dire que la vérification de l'adversaire est insupportable, inefficace, qu'elle ne sert à rien et qu'en plus elle empêche déjà tout débat et ensuite toute pensée sur toute pensée critique sur le système intellectuel de l'adversaire, et ben très bien, on aura progressé. Mais c'est pas fini les amis. Malgré les propos choquants liant Jean-Luc Mélenchon à Joseph Goebbels, Pascal Praud défend encore Alain Jakubowicz. Quant à Pauline de Malherbe, s'en est excusée. Alain Jakubowicz avait précisé toute proportion gardée. Alain Jakubowicz a fait ce que Jean-Luc Mélenchon fait. Oui, non mais Ni plus ni moins, il a renvoyé à Jean-Luc Mélenchon ce qu'il fait, puisque ces gens traitent les autres de fascistes en permanence. Mais il me semble donc il faudrait l'éviter à cause de ça. Oui, c'est possible, c'est possible. Quand même, la comparaison est quand même scandaleuse pour moi, mais on peut aller plus loin. Mais il faut bien voir et décoder ce qu'a voulu faire Alain Jakubowicz. Et c'est pas un mec, j'oppose au mot scandaleux que je vais mettre sur la table, mais il faut quand même se souvenir que le même Jean-Luc Mélenchon avait comparé le président de l'université de Lille à Adolf Eichmann, je rappelle quand même, et que Madame Chikirou, si ma mémoire est bonne, avait comparé Fabien Roussel à Doriot, le collabo. Donc si vous voulez, c'est scandaleux, mais pas de leçon. Tu portes plainte, ça me paraît normal, mais pas de leçon de ces gens-là. Mais je vous dis, ils passent leur temps à traiter les autres de fascistes. Et quand on les traite de fascistes, ils portent plainte. Oui, mais attention parce que... C'est tout ce que je souligne. Jacques Vendroux nous attend. Jacques, c'est notre pape. Eh ben oui, Jean-Luc, il faut que tu tendes l'autre joue quand même. Quand on te traite de collabo en plein direct, tu dois dire c'est bon. Et surtout pas te défendre quand même. Faudrait surtout pas froisser Monsieur Alain Jakubowicz. Et regardez-moi comme c'est incroyable comment ils connaissent tout leur dossier, les députés de la France Insoumise. Ça nous change beaucoup du RN et de la maternelle. En écoutant depuis tout à l'heure Monsieur Ciotti et Monsieur Giacobelli, ici en voulant réduire les visas, j'ai une pensée pour Ahmed Shenan. Je ne sais pas si vous savez qui était Ahmed Shenan. Ahmed Shenan, c'était un terrassier qui a contribué à rebâtir la France dans l'après-guerre et qui a contribué notamment à la vie associative dans le quartier des Izards. Aujourd'hui, il y a une place au nom d'Ahmed Shenan à Toulouse et j'ai une pensée pour tous nos qui ont la double nationalité ou qui ont des grands-parents issus de l'Algérie. C'est une insulte à eux que vous faites au travers de ce débat. Parce que quand vous dites que vous voulez la libération de Boualem Sansal, je rappelle qu'il y avait un amendement clair, net et décisif que vous pouviez voter tout à l'heure et vous avez voté contre. Au lieu de cela, vous décidez d'instrumentaliser la question au mois de mai. Mois de mai ou après-demain, nous allons fêter le 8 mai la libération de la France par les Alliés. Une libération qui a commencé le 19 mai 1944 avec Monte Cassino où beaucoup de combattants étaient algériens notamment. Et le 8 mai, c'est aussi Sétif et Guelma et près de 30 000 morts en Algérie. Notre histoire commune entre la France et l'Algérie est faite de souffrances, de mémoire, de liens qui sont solides, mais aussi d'avenir. Un avenir que vous voulez défaire avec une espèce de carteron de député RN nostalgique de l'OAS qui donne à voir à l'Algérie une image ridicule de ce que vous appelez le rapport de force. Alors je finirai en citant quelqu'un dont vous devriez aller voir le film qui lui est consacré. Il s'agit de Frantz Fanon. Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. La nôtre sera de combattre toujours l'extrême droite et les faiseurs de guerre pour retisser les liens de paix entre les peuples. Et en parlant de guerre, les amis, on va se tourner un peu sur la Russie. On va se poser une question. Comment les Français sont vus par les Russes? Eh ben, je vais vous faire montrer une vidéo où on est très bien vu et bien reçu. Mais pendant ce temps-là, celui qui trône à l'Elysée détruit l'histoire des siècles d'amitié entre la France et la Russie. Vu le passé historique, les Français sont, en fait, historiquement, les étrangers préférés des Russes parce que pendant l'époque tsariste, tout le monde voulait ressembler aux Français, même toute l'aristocratie russe parlait français, ils avaient toutes les règles, par exemple, de l'étiquette, de la cour calquées sur le modèle français. En Russe, il y a énormément de mots venus du français et pendant le communisme, les Français, c'était aussi les étrangers qui sont préférés des Russes parce qu'en France, le parti communiste socialiste était fort et comme ça, il y avait toujours ces liens culturels entre les pays.
Du coup, même de nos jours, les Français, ce sont les étrangers préférés des Russes. Si vous dites à un Russe que vous êtes français, tout le monde va dire « Ah, la France, j'adore !» Ils vont vous sortir les références sur la France qu'ils connaissent, les chanteurs, le cinéma, la politique, tout. Vraiment, vous allez vous faire adorer. Mais pendant ce temps-là, lui qui règne sur le trône, c'est soirée pyjama, avec ses 3 oiseaux, va en guerre. Il y a Macron, Merz et Stramer dans un train en direction de Kiev. Et à votre avis, qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas? Combien de milliards vont-ils encore claquer là-bas aujourd'hui? Et la question qu'on va se poser encore une nouvelle fois, est-ce que Macron a-t-il l'autorisation des Français pour envoyer ses troupes? Non, je pense pas. Literally, we came through Germany, and then we made it to France. Yeah, we got through the border. Et là, on va se tourner avec François Piquemal, député de la France Insoumise. 50 000 personnes mises à la rue en France. François Piquemal rappelle à ses collègues parlementaires que leurs votes ont des conséquences directes sur la vie des gens. La loi Kasbarian a brisé plus de 24 000 ménages l'année passée. C'est incroyable ou pas? La proposition de loi présentée ce matin a le mérite de susciter un débat sur les questions d'urbanisme, ô combien importantes pour le futur de notre pays, et je tiens à vous remercier, monsieur le rapporteur, de cette initiative. Toutefois, elle fait l'impasse selon nous sur la question primordiale de l'accès au logement de nos concitoyennes et concitoyens. Nous y reviendrons. Mais j'aimerais profiter du temps qui nous est donné pour revenir sur un chiffre qui est tombé cette semaine et qui doit nous alerter. Parce qu'il est la conséquence directe d'une proposition de loi qui a été votée ici, la loi Kasbarian-Berger. 24 556, c'est le nombre d'expulsions par la force durant l'année 2024 selon les chiffres du ministère du Logement, soit environ 50 000 personnes. Une augmentation, chers collègues, de 29% en un an, et 3 fois plus qu'en 2020. On ne compte même pas ici ceux qui sont partis avant l'intervention des forces de l'ordre. Cela signifie concrètement que toutes les heures, dans notre pays, 2 familles se font expulser de chez elles car elles n'arrivent plus à payer leur loyer et boucler leur fin de mois. Une expulsion, c'est pas juste un chiffre ou une ligne sur un tableau Excel, c'est la détresse d'un père, d'une mère, la honte, l'humiliation des enfants qui se trouvent dépossédés d'un droit les plus fondamentaux, le droit au logement. Et nous savons tous ici à quoi nous devons cette situation. Baisse de la construction de logements publics alors que la demande atteint 2,8 millions de ménages, et c'est dommage que la SRU ne soit pas mentionnée dans la présente proposition de loi. Hausse des prix des loyers et de l'immobilier, inflation généralisée, coupe des APL, moins de moyens pour la prévention des expulsions, auxquels s'ajoute donc la loi Kasbarian dite anti-locataire, qu'il avait plagié au Rassemblement national. Et c'est sur ces causes, selon nous, qu'il faut agir prioritairement. Cela dépend d'une véritable politique du logement, plus que de la modification des règles d'urbanisme, qui ne peuvent changer, vous l'avez dit vous-même, à elles seules, la crise actuelle. Merci. Et en ce temps où des grands malades se permettent de comparer Jean-Luc Mélenchon à Goebbels, il est bon de rappeler qu'en 2015, quand les éditions Fayard, éditeur du livre de Bardella, voulait rééditer Mein Kampf. Et Mélenchon s'y était opposé. La dernière fois que Mein Kampf a été publié en France, c'était en 1934. Une traduction jugée médiocre, accompagnée seulement d'un avertissement de quelques pages. Les éditions Fayard ont donc décidé de le rééditer en 2016, le Land de Bavière jusque-là propriétaire perdant les droits au 1er janvier. Un projet qui scandalise Jean-Luc Mélenchon. Le leader du Front de Gauche appelle l'éditeur à revenir sur son idée. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? C'est un texte criminel. Ce texte, c'est la condamnation à mort de 6 millions de juifs et de 50 millions de personnes qui ont été plongées dans la Deuxième Guerre mondiale. Alors on me dit oui, mais ça sera accompagné de remarques critiques. Mais quelle critique voulez-vous qui soit donnée supérieure aux faits eux-mêmes, ces meurtres de masse? Bref les amis, c'était tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si t'es pas abonné, abonne-toi, c'est totalement gratuit. Un petit like, un petit comme, ça fait toujours plaisir. Et si t'es pas abonné, t'inquiète, c'est pas fini. Clique sur le bouton, c'est totalement gratuit. Et te rattrape plus rien, promis, c'est du génie.